Bon, les carnets. Alors, toujours dans Tchekhov, mais à mesure que j'avance, toujours l'impression que ça se démultiplie et que c'est des choses toutes petites, et que c'est dans ces choses toutes petites qu'on peut apprendre. Quoi? Des trucs qui concernent Tchekhov? Non, des trucs qui nous concernent nous, parce que c'est l'écriture. C'est ce qui m'a déclenché, donc c'est ce Sakhaline, là, ces notes de voyage qu'il entreprend quand il a 30 ans, 4 mois pour y aller dans les conditions affreuses d'une traversée de Sibérie, là, dans l'hiver finissant, les 3 mois sur place où il a 10 000 fiches, où il essaye d'enregistrer, de faire un inventaire de toutes les personnes, les bagnards, les proscrits, mais aussi les bourreaux qui sont sur l'île. Ensuite, il y a une période, là, il est au sud, dans ces zones où il y a énormément de Japonais, et dans un bateau, mais ces épidémies une épidémie de choléra qui ravage toute l'Asie. Et quand ça arrivera en Crimée, il passera son temps lui aussi à soigner les victimes du choléra. Il tousse, il crache le sang, il est malade. Il finit par s'embarquer sur un bateau qui fait Hong Kong, Singapour, qui arrive à l'île de Ceylan. Ensuite va remonter par le canal de Suez jusqu'à Odessa et Sébastopol. Et dans ces 4 mois-là, de 4500 lettres qu'a laissé Tchekhov. Pourtant, c'est une période, évidemment, qu'on aime à scruter, où on est en attente. Il y a presque rien. Alors, ses destinataires, quand il est dans son voyage, aller, quand il est sur place, quasiment il n'y a pas de lettres, mais dans cette période-là où il attend le bateau qui va le ramener, il y a à la fois Souvarine, qui est son éditeur, le directeur d'un organe de presse Temps Nouveau, c'est là qu'il bribe, tout simplement. Et puis, il y a sa famille, son papacha. Papacha, c'est le père qui l'a battu comme plâtre jusqu'à l'âge de 14 ans, mais dont il aura la charge jusqu'à la mort du dit Papacha. Et c'est marrant parce qu'on voit, en gros, il écrit quasiment souvent le même jour et les mêmes choses à Alexei Sergeyevitch Souvorine, donc son éditeur, et il fera bientôt un voyage en Europe, Venise, Nice, Monte-Carlo, avec le fils de ce Souvarine. Il aura la liberté maintenant, après Sakhaline, de voyager, et puis les lettres à la famille. Alors, évidemment, c'est pas toujours la même chose qu'on raconte. Par exemple, ici, la page 309 des lettres, c'est à Souvarine. Toute la demi-page, c'est la description. C'est comme Flaubert avec sa Kosciuszko, je sais pas quoi, là, au Caire. La surprise de comment s'y prennent les prostituées japonaises pour gens bien de haute classe, dans ces exercices de haute école d'équitation, dit-il. Mais ça, je ne vais pas raconter ça quand même sur YouTube. Et puis donc en septembre, le retour, donc toujours pareil, soit à Souvorine, soit au Tchekhov, à Souvorine, 11 septembre, navire le Baïkal. Je vogue par le détroit de Tartarie du nord au sud de Sakhaline. Je vous écris sans savoir quand cette lettre vous parviendra. Je suis en bonne santé, bien que cerné par le choléra qui de tous côtés m'épide ses yeux verts à Vladivostok, au Japon, à Shanghai, à Tchefu, à Suez, et me semble-t-il même sur la Lune, partout le choléra, partout la quarantaine, la peur, bref, la catastrophe. Des Européens meurent à Vladivostok, etc. Et là, il lui raconte, j'ai passé 2 mois dans le nord de Sakhaline. J'ai eu la patience de recenser toute la population avec un système de fiches. J'ai enregistré près de 10 000 bagnards et colons. En d'autres termes, pas un seul bagnard ou colon de Sakhaline qui n'ait parlé avec moi. Je fonde pas mal d'espoir sur le recensement des enfants, qui est particulièrement réussi. Et les scènes dans Sakhaline où il décrit la condition de ces gamins, évidemment, c'est ce qui marque aussi le plus. Demain, je verrai de loin le Japon, l'île de Matsumae. Il est maintenant minuit, la mer est sombre, le vent souffle. Je n'arrive pas à comprendre comment ce bateau peut s'avancer, s'orienter, alors qu'on y voit goutte, surtout dans des eaux aussi redoutables et peu connues que celles du détroit de
Tatari, je réalise que 10 000 vers. Alors là, moi, c'est ça que je voudrais explorer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles qui font directement référence à Sakhaline. Une qui s'appelle En déportation, une autre Le meurtre. Et puis après, on se rend compte que l'expérience humaine qu'il a faite là, elle travaille sur tout ce noir de Tchekhov. Et il y en a une autre, alors qui s'appelle Goussiov. Goussiov, c'est un nom elles sont assez rares, les nouvelles de Tchekhov, avec un nom comme ça de personnage qui sert de titre. Alors, Sakhaline, 6 octobre, on est toujours à la veille du départ. Là. Il attend, il y a un bateau pour l'amener tout au sud, et puis un autre pour partir. Il y a un télégramme aussi ensuite, du 16 octobre, arrivée Moscou 10 décembre, vogue vers Singapour. Donc là, il a sa prévision. Et Souvarine, il lui écrit au retour. Une fois arrivé à Moscou, le 9 décembre. Hurrah, me voici enfin de retour à ma table de travail. C'est-à-dire que le retour, c'est pas la famille et puis Odessa ou Sébastopol. C'est ça y est, on se remet au boulot. J'éprouve maintenant la sensation agréable de n'avoir jamais quitté la maison. Tu parles. Je suis en santé, prospère jusqu'à la moelle. Tu parles. Et à Souvorine, il raconte un petit peu. Là, je suis passé à Vladivostok, de la province du Primorié, de notre côte orientale, avec ses flottilles, ses objectifs, ses rêves de Pacifique. Je ne dirais qu'une chose, pauvreté, pauvreté criante, pauvreté, ignorance, nullité capable de conduire au désespoir. 99 voleurs déshonorant le nom de Russe contre un seul homme honnête. Nous sommes passés au large du Japon à cause du choléra. C'est pour ça que je ne vous ai rien acheté de japonais. Les 500 roubles que vous m'aviez confiés pour des achats ont été dépensés pour mes besoins personnels. Ça, l'histoire de sous entre les deux, c'est permanent, normal, c'est le boss et son employeur. Le premier port étranger sur ma route fut Hong Kong. La baie est merveilleuse. La circulation en mer est telle que même en peinture, je n'avais jamais rien vu de pareil. Il y a des routes magnifiques, un chemin de fer qui grimpe à flanc de colline, des musées, des jardins botaniques, où que l'on porte son regard, on ne voit que la plus tendre sollicitude des Anglais à l'égard de leur personnel. Il y a même un club pour les matelots. Je suis monté en pouce-pouce, c'est-à-dire à dos d'homme. J'ai acheté aux Chinois un tas de babioles, j'étais indigné, etc., etc. Quand nous avons quitté Hong Kong, le bateau s'est mis à tanguer. Il était vide. Ses oscillations atteignaient 38 degrés, si bien que nous avions peur qu'il ne chavirât. Je ne suis pas sujet au mal de mer. Cette découverte m'a agréablement surpris. Alors que nous allions sur Singapour, 2 cadavres ont été jetés à la mer. Quand on voit un homme mort, enroulé dans de la grosse toile, tournoyer dans les airs avant d'atteindre l'eau, quand on sait que le fond est à plusieurs verstes, on est envahi par la peur. Il semble alors, on ne sait pourquoi, que l'on va mourir soi-même, que l'on vous jettera par-dessus bord. Le bétail à cornes que nous transportions est tombé malade. Par arrêté du docteur Sherbak et de votre humble serviteur, il a été abattu et jeté à la mer. Je me souviens mal de Singapour, car en le visitant, j'ignore pourquoi, je me sentais triste, j'étais au bord des larmes. Puis vint Ceylan, un lieu qui a été le paradis. J'ai parcouru là, dans ce paradis, plus de 100 verstes en chemin de fer. Je me suis repu de palmiers, etc., etc., etc. Autre scène équivalente à la scène avec la japonaise, un peu plus haut. Et voilà ce que c'est Goussiov. C'est une nouvelle dont moi, je n'avais jamais entendu parler. Juste une petite note. Et attendez, justement, il faut que je revienne aux lettres. Donc là, on était 10 décembre. Et la lettre très très brève à Alexei Sergeïtch Souvorine, toujours le même, est du 23 décembre. Donc il est arrivé à Moscou le 10 décembre. Je vous expédie le récit. Donc il l'a écrit entre le 10 et le 23 à Moscou. Vous le recevrez lundi. Je vous l'aurais envoyé plus tôt, mais... Et là, comme ce récit a été conçu sur l'île de Ceylan, vous pouvez, si vous voulez le faire chic, le dater Colombo, le 12 décembre. Demandez à ce que les épreuves soient relues très attentivement, etc. Je tousse, arythmie cardiaque, je ne comprends pas ce qui se passe, mon état d'esprit est excellent, etc. C'est-à-dire que Goussiov, là, une nouvelle
n'est pas très longue, mais elle est quand même en 4, 5 parties. Vous voyez, 777, 763. On a quand même quelque chose de 15 pages, donc on doit être dans les 20 000 mots. Il l'a conçu, inventé dans la tête. C'est pas écrit, c'est écrit à Moscou. Au retour, un mois plus tard. Mais c'est le souvenir de cette navigation, là, à Singapour, avec l'image des morts jetés par-dessus bord. Et ça, pour moi, c'est juste ça que je voulais, dont on parle, ou dont je voulais qu'on parle. Là, se parle. Enfin, en tout cas, on va parler là-dessus, quoi. C'est-à-dire que ces nouvelles de Tchekhov, je les connais, je les ai arpentées dans tous les sens depuis au moins 20 ans. Et Goussiev, pour moi, j'étais parti un petit peu. Bon, c'est un truc à thème, une histoire de bateau, ouais, bon, pourquoi pas. Et quand tu lis Sakhaline, il y a ces 4 mois d'avant, il y a les 3 mois sur l'île, il y a les 4 mois ensuite, il y a ce silence dans les lettres, il y a l'interruption des lettres de Tchekhov. Et autant ici, il y a l'exploration du réel, les portraits qu'on a lus, les arpentages, les paysages, les comptages, les colères aussi, l'action, en particulier sur les questions de châtiment corporel, sur tous ces trucs de corruption partout. Et juste en sorte 3 nouvelles, déportation, le meurtre. Et découvrir que dans Goussiev, justement, là, il faut aller dans les notes. C'est-à-dire que c'est pas marqué, écrit à pensée ou écrit à Colombo. Non, c'est juste au hasard d'une note que, tiens, Goussiev, ah ouais, tiens, il avait pensé ça, Colombo. Et que là, tu fais le rapport avec, là, cette image. C'est-à-dire qu'une image arbitraire, c'est là où la question de la biographie est importante. Tu es sur ce bateau, une espèce d'énorme coque, c'est sale, il est hors de question d'écrire, de réfléchir, il y a trop de bruit, ça vibre. Pensez à ce qu'en dit Sandra quelques petites poignées d'années plus tard, quand il fait ces 2 allers-retours là, pour Buenos Aires, ou ce bateau là, où il s'est embauché là, avec des échanges de charbon entre Douvres et Calais. Et il y a les médecins, donc il va devoir prendre des décisions. Si les marins sont malades, ben, il y a le docteur du bord, ce Tchertchak, mais évidemment, Tchekhov est mouillé là-dedans. Et puis, il y a cette scène. Alors, on découvrira dans la nouvelle, pas dans la lettre, quand on immerge comme ça quelqu'un qui est mort sur le bateau. Alors, il y a une espèce de planche, et puis le quartier-maître lève la planche, le corps dans son sac glisse. Et là, tous les marins, les passagers sont rassemblés debout sur le pont. Et cette image, il la garde. Et cette image, qu'est-ce que ça va devenir sur Goussiev? Alors Goussiev, on est dans un huis clos. Un huis clos qui aura 2 exceptions. Et ça, par contre, on n'a jamais d'explication de Tchekhov sur son art de la composition. Il dit, je l'ai conçu... Non, ce que tu conçois, c'est... Ah, je vais vous raconter de 3 gars qui sont dans l'infirmerie d'un bateau, là. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, c'est qui les 3 gars? Alors, on sera dans l'infirmerie. Ça, d'accord, il faut qu'on soit malade. D'ailleurs, lui aussi, il est malade. Alors, on est dans cette cage close, il y a un hublot. De temps en temps, on va aller respirer au dehors. Et de temps en temps, on verra un peu le soleil. Ou au contraire, ce sera les vagues et le bas-flanc et le hamac. Et qu'est-ce que c'est qu'écrire si si on dit que le personnage, le seul truc, c'est... Puis un autre, lui, c'est le contraire. Il s'appuie contre la cloison, parce que pas question. S'il s'allonge, il meurt. Donc il est raide, comme ça, assis sur la cloison. Et puis 3 autres. Alors les 3 autres, on sait que on va avoir un truc, il faut une espèce de boucle. Ils vont jouer aux cartes. Ça, les jeux de cartes, alors même qu'on n'a rien à miser, ça revient tout le temps aussi chez les bagnards de Sakhaline. Donc oui, cette espèce d'imprégnation, de lien, elle revient comme ça. Alors, qui revient? Justement, ceux qui étaient à Vladivostok, c'est-à-dire les soldats russes envoyés là-bas, qui reviennent
dans le pays, dans leurs tristes conditions de mouchiques, de paysans. Et un en particulier, justement, ce Goussiev, qui se projette déjà, c'est-à-dire que dans ses rêves, il y a cette famille que son frère boit, tiens, Tchekhov aussi, qui bat sa femme et qui ne s'occupe pas des enfants. Et lui, le Goussiev, s'il revient au bout de 5 ans, c'est parce qu'il sait que si il n'est pas là, les enfants vont devenir pareil. La reproduction sociale, la reproduction de la misère va continuer. Lui, avec l'écart, les 5 ans, probablement un peu de solde qui ramène, eh ben, il va essayer de faire... Et donc il y a sans cesse, par exemple, là, on revient de Vladivostok à Singapour et à Ceylan, petit à petit, c'est la touffeur, c'est la chaleur, même si à un moment donné, il y a une espèce de choc de tempête, et pas possible de dormir, c'est l'insomnie. Le malade est insomniaque. Le hamac provoque l'insomnie. Donc l'insomnie, elle, va construire cette figure récurrente de voir le frère qui sort de la maison, mais a-t-elle le cheval, peut-être charrue ou je ne sais pas quoi, ou les enfants qui sortent, ou la question des repas et l'odeur, etc. Donc cette scène revient, et chaque fois, dans l'insomnie, quand il perd moitié conscience, elle est remplacée par une figure. Ça, par exemple, Tchekhov ne nous dit pas d'où ça vient. C'est-à-dire que ce qu'on a dans les lettres d'images natives, c'est le corps dans sa toile, qu'on pose sur la planche, qui glisse et qui s'enfonce, et que vous, là, debout sur le pont, tu penses à ce cadavre lesté d'un bout de ferraille qui descend vers le fond, qui est extrêmement loin, c'est profond à ces endroits-là. Par contre, alors il y a cette image qui est là dans la cour, la 5e ferme, sort le traîneau de son frère Alexei derrière, et assis son petit gars Vassia avec ses grandes bottes de feu, de sa petite fille Akulka, elle aussi en bottes de feu. Alexis est entre deux vins, Vassia rit quant au visage d'Akulka. On ne l'aperçoit pas, il est emmitouflé. Donc là, l'éloignement des visages fait partie. Et à ce moment-là, on glisse et se produit une rupture dans les idées de Goussiev. À la place de l'étang, tout à coup, sans rime ni raison, il voit apparaître une grosse tête de bœuf sans yeux. Le cheval et le traîneau n'avancent plus, mais tournent en rond dans une fumée noire. Il est quand même content d'avoir aperçu sa famille. Et cette image... Vous voyez, grosse tête de bœuf sans yeux. Mais la petite fille, déjà, son visage s'était éloigné. Et la tête de bœuf sans yeux, elle va revenir 3 fois ou 4 fois à mesure que l'image devient récurrente. Et ils sont donc les 3 qui jouent aux cartes, et puis les 2 qui dialoguent, qui s'appellent Ivanitch et puis Goussiev. Le premier qui va mourir, c'est un des soldats. Et bizarrement, il y a un soldat qui est blessé. Il a un bandage sur la tête, un bras en échappe, l'autre c'est un matelot. Et celui qui est blessé, il coince ses cartes là, dans le bras blessé, et avec la main gauche, il se sert là, comme ça du coude. C'est ce genre de détail qui fait que Tchekhov, blam, tu comprends, que ça saute à la figure. Alors où est-ce qu'il a vu ça? Où est-ce qu'il a pris ça? Mais c'est celui-là le premier soldat qui va tomber, il n'est même pas marqué qu'il meurt. C'est lui-même. Tout à coup, il arrive quelque chose de bizarre à des soldats qui jouent aux cartes. Il appelle le cœur carreau. Il se trompe dans son compte, laisse tomber ses cartes, puis il sourit d'un air craintif. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure, la peur? Il sourit d'un air craintif, stupide, promène ses yeux sur l'entourage. « Je viens tout de suite, les gars. » Et il se couche par terre. Les autres demeurent interdits. Il l'appelle, il ne répond pas. « Stépan, tu serais pas malade, hein ?» lui demande le soldat au bras bandé. « Peut-être qu'il faut appeler le pop, hein ?»« Bois un peu, Stépan, dit le matelot. Tiens, mon vieux, bois. »« Pourquoi tu lui envoies ton quart dans les dents, dit Goussiev. Tu vois donc pas, tête de pioche, quoi. »« Quoi ?» le singe Goussiev. Il respire plus. Il est mort. Le voilà, ton quart. Ils en tiennent une couche, bon Dieu. Et donc, on le voit qu'il meurt. Deuxième,
ce sera celui avec qui dialogue Goussiev, Ivanitch, qui ne meurt pas, consomption, très maigre, celui qui ne peut pas s'allonger, qui reste assis. Alors là, on aura une autre figure, c'est-à-dire il n'y a jamais de répétition. Le deuxième truc, c'est que Ivanitch appelle Goussiev. Hey, Ivanitch, ça va pas? Si, répond Ivanitch qui suffoque. Pas mal, même au contraire. Tu vois, je peux même rester allongé, ça va mieux. Adieu soit loué, Ivanitch. Et le bateau ne tangue pas, la mer est calme. En revanche, il fait lourd et chaud, comme dans une étuve. On a de la peine non seulement à parler, mais à écouter. Goussiev serre ses genoux dans ses bras, il pose la tête, pense au pays natal. On est en traîneau, tout à coup les chevaux prennent peur, s'emballent, ne connaissent plus ni chemin, ni fossé, ni ravin. Ils foncent comme des enragés, etc., etc. Il y a encore la tête de bœuf sans yeux qui va revenir. Ivanitch ouvre un œil à demi, etc. Et quand le Goussiev réémerge, eh ben, il fait noir. Aucun fanal, ni sur le pont, ni au mât, ni sur la mer. À la proue se tient comme une statue l'homme de quart. On dirait qu'il dort. Lui aussi, le bateau semble livré à lui-même. Aller au bon lui semble. Ils vont jeter Ivanitch à la mer, dit le soldat aux bras bandés, dans un sac, et puis à l'eau. Ah ouais, c'est comme ça que ça se fait. Donc, le Goussiev s'est endormi. Et puis, quand il se réveille, ça y est, il n'y a plus le Ivanitch. On l'a enlevé de la cabine. Et troisième figure, c'est le tour de Goussiev lui-même. Goussiev revient à l'infirmerie, s'allonge sur son chalit comme avant. Un désir indéfinissable oppresse, il ne peut comprendre ce dont il a besoin. Il a un poids sur la poitrine, des bourdonnements dans la tête, la bouche si sèche qu'il peut à peine bouger la langue. Ça, est-ce qu'il a besoin d'aller chercher ça loin, Tchekhov, après son propre voyage là? Il s'assoupit, délire vers le matin, épuisé par les cauchemars. Il s'endort profondément. Il rêve qu'à la caserne, on vient de défourner le pain, qu'il s'est glissé dans le four, qu'il prend un bain de vapeur, se frotte avec un balai de boulot. Il dort 2 jours de nuit, le 3e à midi. 2 matelots descendent à l'infirmerie pour l'emporter. C'est-à-dire que la mort a été soufflée. Mais justement, comme ce qui a été soufflé, c'est le soldat qui meurt, Ivanitch, qu'on évacue et qu'on emmène sur le pont, eh bien là, lui, Goussiev, tout d'un coup, on est sorti du Goussiev comme narrateur et Goussiev devient objet de la narration. On le coud dans une toile à voile. Pour le rendre plus lourd, on met 2 barres de fer. Une fois cousu dans la toile, il a l'air d'une carotte ou d'un gros radis. Et justement, les impressions que Goussiev avait des autres, sinon avant, l'arche de la tête et 3 des pieds. Avant le coucher du soleil, on le porte sur le pont, on le dépose sur une planche dont une des extrémités repose sur le bastingage, l'autre sur une caisse placée sur un tabouret. C'est-à-dire que là, il y a tous les détails de ce que Tchekhov, dans sa lettre, dit juste de loin. Mais donc, l'image qui a été source du récit, même avec une percussion de 3 morts successives, elle vient uniquement à la fin du récit. Le récit aboutit à l'image de Tchekhov. Et c'est ça qu'il pense dans le train qui traverse Ceylan, avant que, encore un bon mois et demi plus tard, il l'écrive à Moscou. C'est étrange qu'un homme soit cousu dans un sac de toile et qu'il aille dans un instant glisser dans les vagues. Ça pourrait vraiment arriver à n'importe lequel d'entre eux. Qui parle là? On ne sait plus. Le prêtre jette une poignée de terre sur le corps de Goussiev, s'incline, on chante le requiem, l'homme de quart soulève l'extrémité de la planche, Goussiev glisse, plonge vers le bas, la tête la première, puis culbute sur lui-même et floque, l'écume le recouvre. Un instant, il semble enveloppé de dentelle, l'instant est passé, il disparaît dans les vagues. Il coule, atteindra-t-il le fond? Et là, étrangeté. Le narrateur, on ne sait pas qui c'est, mais il accompagne sous la mer. On a ça, cette image évidemment dans 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. C'est quand Nemo bombarde un gros torpilleur américain et qu'on voit les marins, les cadavres qui descendent là, et qu'il y a cette révolte là des invités parce que Nemo ne fait rien, juste il les regarde. C'est un air important, boudeur, on parle d'un requin. Goussiev lui passe dessous, le cadavre lui retombe sur le dos, requin, il se retourne, ventre en l'air, se prélasse dans l'eau tiède. Pendant ce temps, du côté du couchant, des nuages s'amoncellent, on vient sous l'eau, puis on va remonter. Regardez juste, le ciel, l'un d'eux ressemble
a un arc de triomphe, un autre a un lion, un troisième a des ciseaux. De derrière les nuages sort un long rayon vert qui s'étire jusqu'au milieu du ciel. Peu après, vient s'allonger à côté de lui un rayon violet, à côté de celui-ci un doré, puis un rose. Le ciel devient mauve, tendre, en regardant ce ciel splendide, enchanteur. L'océan commence par prendre un air maussade, mais bien vite il revêt lui-même des couleurs tendres, radieuses, passionnées, auxquelles le langage des hommes a peine à donner un nom. Le langage des hommes, où est-ce qu'il a, à quoi il a peine à donner un nom? Maintenant qu'on a décrit la mort du soldat, la mort d'Ivanitch et puis la mort de Goussiev, et qu'avec la mort de Goussiev, on est sorti de Goussiev comme narrateur, et que tout ça, ce sont deux images ici, une image vers Singapour, qui est la navigation de cette espèce de caisse en ferraille jusqu'à l'île de Ceylan, et après remonter par le canal de Suez, et que là, Tchekhov a été témoin de la planche, le corps dans son linceul qu'on lance à la mer. Voilà, c'est Goussiev. Probablement, j'avais lu autrefois, tu vois. Tu t'en souviens plus. Mais par contre, il y a ce truc-là. Je l'ai conçu dans l'île de Ceylan. Et qu'un mois après, il dit écrivez-le pour à la fin de l'histoire, quand vous le publiez. Colombo, 20 novembre 1890. Et il écrit ça le 27 décembre pour ce récit qui a été écrit, disons, entre le 10 et le 25. Voilà, c'est ce genre de petites choses pour moi où tout d'un coup la lecture devient concrète, devient matérielle. C'est peut-être ça qui vous change dedans. Goussiev. Et cette tête de bœuf, c'est monsieur.